Le Togo s'est doté d'un programme national de développement 2018-2022. Ce programme vise à relancer véritablement le pays et chaque acteur socio-économique est appelé à jouer un rôle pour l'atteinte des objectifs de ce programme national de développement. Du côté des ingénieurs, justement, quel peut être leur rôle dans l'atteinte de ces objectifs? Nous allons poser ce soir la question au premier vice-président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, en abrégé ONIT, Marius Bagny. Bonsoir, Monsieur Bagny. Bonsoir, Monsieur Niaoui. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. J'avoue que c'est en préparant cette émission que j'ai découvert qu'il existe un Ordre national des ingénieurs du Togo. Vous pouvez mieux nous le présenter, cet ordre-là? Et l'Ordre national des ingénieurs du Togo, effectivement, ce n'est pas une nouveauté, puisque l'initiative existait depuis par les années. Mais nous allons dire que la formalisation a été faite l'année dernière, en septembre, lorsque, à la suite donc, de l'association des professionnels diplômés de l'INSI, qui était déjà organisée, donc les ingénieurs issus de l'INSI qui étaient organisés, nous avons convié nos autres confrères qui sont issus des autres écoles et certains qui ont été formés à l'extérieur, ainsi de suite. Donc, pour nous asseoir ensemble et voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons porter des tests qui puissent régir, réglementer l'exercice de la profession au Togo. Donc, ça s'est fait au cours d'une assemblée générale extraordinaire et à partir de là, donc, l'ordre a commencé donc, à fonctionner. Au cours de cette année, en juillet, nous nous sommes réunis de nouveau et là pour adopter un règlement intérieur, mettre en place également deux instances importantes, à savoir le Conseil national qui doit diriger l'ordre et la deuxième instance, c'est le comité d'éthique et de déontologie qui doivent donc aider l'ordre dans l'exercice donc de sa mission à pouvoir tenir compte de tout ce qui est éthique, de tout ce qui est respect de la déontologie, de toute la responsabilité qu'il faut pour des ingénieurs. Question toute simple, vous m'excuseriez si elle vous paraît assez bête. C'est qui un ingénieur? Un ingénieur, en fait, c'est une personne qui est professionnelle, à qui on va demander donc d'adresser des problématiques qui sont d'ordre technologique ou technique. Mais celui-là, c'est quelqu'un qui a subi une formation, donc de niveau Bac plus 5, dans les sciences que nous appelons les sciences de l'ingénierie, c'est-à-dire les sciences fondamentales, fondamentalement la mathématique, la physique, mais aussi pour certains aspects, on va aller aujourd'hui tenir compte de tout ce qui est économie, de tout ce qui est sciences humaines et de tout ce qui est respect de l'environnement. Et donc, dans un moule, on va former cette personne niveau Bac plus 5, donc qui va pouvoir adresser ces problématiques-là. L'ingénieur, en fait, c'est quelqu'un qui va étudier, qui va concevoir, qui va innover, qui va aider à réparer, par exemple, ou à maintenir des systèmes qui sont des systèmes techniques. Donc, c'est ce monsieur-là qu'on appelle un ingénieur. Voilà. Alors, je l'ai dit en entame de l'émission que le Togo s'est doté d'un programme national de développement. Est-ce que, au niveau de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, vous avez pu regarder ce document et quel regard vous portez là-dessus? Oui, c'est un document que nous avons regardé parce que, comme je le disais tantôt, l'Ordre national des ingénieurs, dans sa formalisation, les initiatives existaient. Mais depuis le moment où nous sommes mis sur la place publique, que nous avons formalisé un certain nombre de choses, que nous avons commencé à fonctionner, donc il aurait paru surprenant ou bizarre que des ingénieurs ne s'intéressent pas à un plan national de développement du Togo. Parce que les ingénieurs, ce sont des acteurs de développement. Et donc, nous avons sollicité à voir ce plan, ce qui est à l'intérieur. Mais plus, nous avons tenu un atelier de réflexion sur le PND. Nous avons invité donc un spécialiste du ministère de la Planification et du Développement qui nous a présenté le projet parce que nous voulions comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qui est mis dedans. Et où est-ce qu'on en est? Et pour les ingénieurs que nous sommes, on parle de technologie, on parle d'infrastructure, on parle de développement. Quelle peut être notre contribution à ce plan-là? Donc, nous avons fait cet atelier. Au sortir de cet atelier, il y a un certain nombre de résolutions qui ont été prises par les ingénieurs de s'informer. La première, c'était qu'on devait s'informer plus. Parce que ce sont des projets qui sont dans ce plan-là. Et il y en a une quinzaine qui sont dits prioritaires. Maintenant, comment est-ce que ça a été conçu? Et pourquoi est-ce qu'on choisit, par exemple, je donne un exemple, pourquoi est-ce qu'on choisit, par exemple, de faire une plateforme multilogistique à Anakwame?
et non à Tapamé, comme c'était conçu au départ, ainsi de suite. Dans cette zone-là, est-ce que le choix, voilà. Et donc, ce sont des questions qu'on se posait et on a commencé donc à aller à la rencontre de certains acteurs qui étaient impliqués donc dans le montage de ces projets. Je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons une meilleure compréhension de ce plan et nous voyons ce qui va être mis en œuvre, ce qui est déjà avancé. Et donc, nous sommes confortables pour dire que nous avons notre contribution, notre pierre donc, à apporter pour que l'édifice soit bien construit. Pourquoi que l'édifice soit bien construit? Parce que quand on parle de 4 622 000 milliards, et ce sont les Togolais qui vont payer les 4 622 milliards. Il ne faut pas se leurrer, puisque si les projets sont réalisés sur notre sol, nous allons utiliser et donc nous allons pouvoir en payer le coût. Nous sommes dit, comme acteurs de développement, nous devons regarder et apporter autant que possible notre contribution, ne serait-ce qu'en tirant la sonnette d'alarme sur certaines choses ou en expliquant que certaines choses peuvent être mieux faites et que la manière dont c'est conçu. Donc ça va aider à ce que la réalisation soit efficiente, que nous aurons des infrastructures, nous aurons des industries et nous aurons des écoles et ce sera bien pour nous. Dans leur utilisation, nous serons satisfaits de ce que nous utilisons. Nous n'allons pas payer en graissant les dents parce que bon, ça n'a pas été bien réalisé. Donc c'est le rôle de l'ordre des ingénieurs et nous comptons donc jouer ce rôle-là. Est-ce qu'il faut comprendre que la rédaction ou même la conception même de ce programme national de développement ne vous a pas associé? Oui, nous n'avons pas été formellement associés. Il faut dire les choses, nous n'avons pas été associés. Il ne faut pas se voiler la face. Si on doit construire le pays hub logistique ou tout ce qu'on cite, les ingénieurs ont un énorme rôle à jouer là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas dire que ce qui a été rédigé, ce ne sont pas des ingénieurs qui l'ont rédigé. Voilà, voilà, parce qu'on ne peut pas le faire sans faire appel à des ingénieurs. Maintenant, comme organisation qui doit être donc un outil d'accompagnement du pouvoir public, qui doit être une force de proposition à la disposition du pouvoir public, du secteur privé, de la population, il était important. Comme je vous le dis, c'est septembre 2018 que nous sommes organisés. Et donc, le plan national de développement était déjà sur le tapis. Il y avait des choses qui avaient été faites. Et donc, lorsque le lancement a été fait, c'est vrai que nous n'avons pas été officiellement invités comme ONIT à ce lancement, mais des ingénieurs de l'ONIT étaient donc présents. Et donc, quand on a vu ce qui était présenté, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas se passer dans le pays et que, comme nous sommes en train de nous organiser, que nous restions en marge et que nous observions en spectateur, c'est impossible. Les gens ne vont pas pouvoir dormir après si des choses sont faites et ne sont pas bien faites. Donc, nous sommes dit, nous prenons nos responsabilités, nous allons vers les acteurs, ceux qui sont identifiés, nous regardons ce que nous pouvons apporter pour que ça soit mieux fait. Mais quand vous avez regardé ce document, est-ce que vous êtes dit, waouh, c'est parfait, il n'y a plus rien à retoucher, ou il y a des améliorations qu'on aurait pu apporter? Et comme travail d'ingénieur, il y a une chose, comme travail technique, il y a une chose, on se remet, je ne vais pas dire qu'on se remet perpétuellement en cause, mais autant qu'on peut apporter des idées, autant qu'on peut apporter, attirer l'attention sur certains aspects, c'est important que l'ingénieur puisse donc attirer l'attention. Ce que nous avons vu, c'est réalisable. Nous allons le dire. Une première chose importante, c'est les fonds pour réaliser cela. Il faudrait qu'on puisse les mobiliser. Une deuxième chose très importante, c'est que on est dans un délai, 2018-2022, nous sommes déjà à fin 2019, 2 années sont passées, il y a des projets qui doivent être réalisés. Est-ce que nous pouvons tenir dans ce délai avec les fonds qui sont disponibles, ainsi de suite? Là où actuellement, il faut dire la vérité, nous saurons le dire, parce que les informations dont nous disposons aujourd'hui ne nous rendent pas confortables pour le dire. Mais une chose est certaine également, il ne faut pas se voiler la face. Pour certains projets, si on veut bien les faire, il faut prendre le temps de bien les faire. Voilà, donc il ne faut pas, lorsque nous avons fait notre atelier, nous sommes dit 2018-2022, c'est un cadre. Puisque nous avons compris également que... Ça vous paraît un peu trop court, c'est ça? Nous ne disons pas trop court. Ce qu'on nous a, l'explication que nous avons eue, c'est que avec les partenaires qui sont là, et les plans doivent être plutôt quinquennaux. Donc on s'est pris une période de 5 ans. Et il y a des projets qui sont à l'intérieur. Il vaut mieux se tracer un chemin, savoir qu'on a une distance à parcourir, que de ne pas se tracer le chemin et puis après d'être confronté à des choses. Donc les projets étant là, il y a certains, au moment où ça va démarrer, en fonction des études qui ont été faites, on sait qu'on va aller par exemple au-delà de 2022. Il faut en tenir compte. Et on ne va pas se précipiter, ce n'est pas une course non plus de vitesse, donc on ne va pas se précipiter si on veut faire des infrastructures qui tiennent. Et c'est pour cela que nous plaidons et nous insistons là-dessus. Il ne faut pas faire économie
de tous les avis techniques qui peuvent être apportés dans ce plan-là pour que ça soit bien réalisé. Parce que je ne vous cache pas, il y a des projets qui sont dans le PND que des ingénieurs togolais ont déjà réalisés. Oui. Ils ont déjà fait des choses qui sont exceptionnelles. Peut-être, et pas sur le territoire comme on voit, mais nous avons des collègues qui ont déjà qui sont chefs de projet aujourd'hui sur de grands tunnels, donc le métro du Caire, le nouveau qui est en train d'être construit. Voilà. Nous avons des collègues qui ont déjà réalisé donc, des tunnels au Qatar, qui ont construit des stades, des usines, ainsi de suite. Donc, c'est dire que le Togo, les entreprises togolaises ou les ingénieurs togolais ont la capacité, le potentiel de pouvoir aider à la bonne réalisation du PND. Donc, il ne faut pas en faire économie. Des gens ont déjà réalisé des choses. Et c'est, quand je prends, par exemple, le poste juste à poser de Sémékraké, celui de Mouepé également, c'est un ingénieur togolais. Voilà, c'est un ingénieur togolais qui était directeur sur ces deux projets-là. Cela veut dire que si on appelle, par exemple, ces personnes, on demande leur avis sur certains projets qu'on a déjà sur le papier, peut-être que des consultants nous ont proposé des choses, ou même des entreprises qui vont réaliser, ont proposé que comme ça, on va le faire. Le Togolais va vous dire, oui, c'est vrai, si on le fait dans telle localité, attention, et moi, je suis issu d'un village voisin. Ici, avec le sol qu'on a, ainsi de suite, ou le comportement des gens, il faut faire attention. Donc, voilà de petites choses que les ingénieurs togolais sont capables d'apporter, mais qui seront des avis déterminants dans la bonne réalisation du PND. Alors, vous avez dit deux choses qui me paraissent très intéressantes. J'ai envie de vous entendre là-dessus. La première, 2018-2022, j'ai semblé comprendre que vous trouvez que c'était un peu trop court. Et le reproche qu'on fait à nos États, c'est de ne pas faire des projections sur 30 ans, sur 50 ans, de faire des projections trop court-termistes. Oui, il y a une chose, je viens de relever. Pour nous, et comme des citoyens, des novices qui n'avaient pas participé à la rédaction, par exemple, du plan, lorsque nous avons posé la question, et parce que, bon, quand vous voulez faire le dédoublement de Lomé 5C, et oui, combien d'années? Le dédoublement de Lomé jusqu'à Davier, c'est bon aujourd'hui, ça a été fait. Donc, la prochaine étape dans le plan, ce qui est mis, c'est le dédoublement de Davier jusqu'à Atapami. On est d'accord. Donc, si c'est ça qui est planifié, ok, d'accord. Nous disons que dans ce temps-là, mais où est-ce que vous en êtes en termes de réalisation aujourd'hui? C'est là pour la question qui a suivi. Ce que nous avons compris, c'est quoi? C'est qu'avec les partenaires des États, du gouvernement, il vaut mieux faire les plans quinquennaux sur 5 ans. Mais comme je le disais tantôt... Oui, quand vous dites plan quinquennaux sur 5 ans, ça veut dire, en d'autres termes, qu'un dédoublement Lomé 5AC, ce n'est pas 5 ans. Ce n'est pas 5 ans. Alors, donc, pourquoi on le met dans un projet de 5 ans? Comme je vous le dis, 2022, le projet c'est Davier à Atapami. Voilà. On pouvait le dire clairement comme ça, plutôt que de dire dédoubler Lomé 5AC, le PND prend cela en compte. Oui, c'est-à-dire, il y a aussi un aspect d'information. Je pense que vous qui êtes journaliste, c'est ce que nous avons fait, c'est l'exercice que nous avons fait. Parce qu'ils nous ont dit, bon, quand tu restes chez toi, tu vois le document, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on dit là et dans ce temps-là, mais quand tu approches, et que tu demandes, en fait, non, quand on dit dédoublement, c'est-à-dire la projection dont vous parlez tout à l'heure, à terme, il faudrait qu'on ait ce dédoublement-là. Maintenant, nous l'avons en projection, parce que il y a des situations qui se présentent et qu'il faut également comprendre. Ce qui est certain, nous avons besoin de dédoubler cette route-là de Lomé à 5C. Ça, c'est certain. Maintenant, aujourd'hui, si nous le planifions de Davier, nous avons fait déjà Lomé-Davier, nous planifions Davier à Atapami. Et que dans aucun document, nous n'avons prévu qu'à terme, nous voulons arriver à 5C. Mais qu'il y ait quelqu'un qui ait les moyens, parce que c'est intéressant que ça soit doublé de Lomé à 5C. C'est là où ça intéresse certains. Mais que ce n'est pas prévu, la personne va dire, bon, comme vous n'avez pas prévu, moi, Lomé seulement jusqu'à Davier à Atapami, bon, ça ne m'intéresse pas trop, parce que là où ça m'intéresse, c'est en haut. Si, comme c'est prévu que la personne dit, ben, pourquoi on ne fait pas? Ok, on l'a prévu de toute façon. Nous, en fonction de l'estimation budgétaire que nous avons faite, on s'arrêtait à Atapami. Mais si vous nous donnez, vous avez les moyens pour financer. Voilà. Donc, nous sommes dit qu'il y a ces aspects-là également dont il faut tenir compte. Et comme je dis, pour nous, des ingénieurs, ce n'était pas concevable qu'on s'asseye et qu'on observe. Il fallait qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a mis dedans. Qu'est-ce qu'on veut faire par ici? Quand on dit plateforme multilogistique, voilà, ici, dans telle zone, pourquoi? Et donc, nous avons eu des échanges avec des acteurs de ce plan-là qui nous ont permis donc, de mieux comprendre
Et comme je le disais tantôt, donc aujourd'hui, nous sommes confortables pour dire nous allons apporter notre contribution, nous allons apporter nos avis et tout ce que nous pouvons faire. Deuxième chose sur laquelle je voulais vous voir réagir, c'est vous avez dit par exemple que vous avez des collègues qui ont travaillé par exemple sur le métro du Caire, les postes juste à poser de SEM et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les grosses œuvres qui sont confiées par exemple à les étrangers, je ne veux pas nommer un pays en particulier, mais tout le monde sait de qui je parle, c'est un regret pour vous, ingénieur, vous dites, ça, nous sommes capables de le faire quand même? C'est à deux niveaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut être objectif. Une organisation comme l'ONIT, qui doit être une organisation d'accompagnement, de lobbying, n'existait pas. Oui. Ça, c'est important à relever. Et pour être objectif, nous sommes dit, bon, pour ceux qui nous regardent, ce n'est pas que nous n'avons pas la capacité, ni les compétences, ni le potentiel de le faire. Et d'ailleurs, ceux qui aujourd'hui sont en train de défendre la chose, quand je parle de celui qui fait les métros du Caire, c'est un jeune frère. On est d'accord. Donc, si nous sommes capables de le faire, faisons la démonstration. Et donc, au sorti de l'Assemblée générale que nous avons fait l'année dernière, nous avons mis en place une activité, une journée nationale de l'ingénieur, pour faire cette démonstration-là. Et je vais vous surprendre un peu. C'est au cours de cette journée que j'ai découvert, moi, qu'il y a mon jeune frère qui est en Europe, qui a fait déjà au Qatar et qui était sur celui du Caire. Donc, quand il a envoyé les œuvres, on était tous ébahis. Autant pour d'autres œuvres que nous avons reçues au cours de ces journées-là. Les acteurs, ceux qui sont venus, ils ont compris que les ingénieurs togolais ont ce potentiel. Je pense que ça, c'était une première étape franchie. Hier, peut-être, on s'était dit, bon, sur certaines choses, les entreprises togolaises n'ont pas la capacité. Moi, je me dis que c'est se tromper. Elles ont la capacité, elles ont les compétences. Maintenant, c'est de voir dans quel cadre est-ce qu'on les met. Il y a certains accompagnements, des fois, pour certaines entreprises qu'il faut apporter. On ne demande pas de leur donner forcément de l'argent. On demande de leur apporter un certain encadrement, de leur faciliter un certain nombre de choses pour que ces entreprises-là puissent se mettre en œuvre. Autant dans les entreprises, il y a des ingénieurs qui ont des capacités. Parce que l'ingénieur, c'est l'ingénieur. Il a été moulé, il a été formé pour ça, pour trouver des solutions. C'est comme ça que lui, il a été formé. C'est ça son rôle. Donc, il faut le mettre en œuvre également pour qu'il puisse donc révéler, déployer et son potentiel. Maintenant, si on ne le fait pas, après on se retrouve au soir, on dit on aurait pu faire certaines choses. Quand on parle d'entreprises étrangères, la réalité, je pense que vous savez très bien, quand on amène les gens de l'extérieur, par exemple, aujourd'hui, l'ONIT n'étant pas ce qu'il doit être, on est incapable de savoir si celui qu'on nous a amené, qu'on dit qu'il est ingénieur, s'il est vraiment ingénieur. Le drame, c'est quoi? À plusieurs reprises, ce qu'on constate, c'est que quand ces gens viennent, c'est les gens d'ici qui font le travail. Bon, comme c'est peut-être le blanc, et comme on a dit que c'est le consultant, finalement, c'est lui qui vient rédiger un beau rapport, qu'il a peut-être, c'est un canevas qu'il a pris, il plaque les résultats que vous avez pris ici et il donne, comme il a mis la grosse facture, qui sait boire du champagne, du vin de grand prix, qu'on l'a mis dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. Donc on se dit que c'est lui qui est bon. Alors que le gars qui mange peut-être avec 2 canamis, il est mieux que lui. C'est lui qui a d'ailleurs fait le travail, le travail là. C'est une réalité. Nous-mêmes, quand nous sortons, quand nous sommes confrontés à des collègues, on a été formés dans une école où il y avait des étrangers. On rencontre des ingénieurs étrangers sur d'autres territoires. On sait qui vaut quoi. Et donc, nous disons, il y a un plaidoyer et il y a une action que l'ONIT doit faire maintenant que nous sommes organisés pour que nos autorités, ce n'est pas seulement nos autorités, les sociétés privées que nous avons ici, nos banques, ainsi de suite, quand ils ont un problème, une problématique qui est technique, même nous avons des sociétés qui ont une tonne d'ingénieurs à l'intérieur, mais pour réaliser certains travaux, on fait venir des consultants. Pourquoi? Et la plupart de ces consultants, nous voyons ce que c'est. Et nous voyons les résultats au bout. Parce que c'est le consultant qui a fait un choix, qui a dit que c'est comme ça qu'il faut le faire. Les avis des ingénieurs qui sont à l'intérieur, finalement, ne comptent plus. Mais ceux qui ramassent les pots cassés, quand c'est mal fait, quand il y a des problèmes après, quand il faut maintenir, quand il faut rester la nuit, ainsi de suite, et réparer, ce sont les ingénieurs togolais. Il faut qu'on sorte de ça. Si nous voulons dire que notre pays se développe et que notre pays, dans le concert des nations, fait une compétition et une bonne compétition, il faut qu'on sorte de ça. Et c'est ça, notre plaidoyer au niveau de l'ONIT. Alors, de manière pratique, est-ce qu'aujourd'hui, si on confiait, par exemple, la construction d'un pont aérien, je ne sais pas moi, d'un contournement, des gros bâtiments là qu'on voit les étrangers réaliser, est-ce qu'on a de la matière parmi les ingénieurs togolais à l'ONIT pour le faire, par exemple? Bien sûr. Et au-delà, puisque quand vous regardez, il y a certains qui sont actuellement à l'extérieur sur nos gros projets. Bien sûr, et au-delà.
Et comme je vous dis, le pot juste a posé de semi-craquer. On était encore ensemble cet après-midi, monsieur Afo-Soulé et Midassirou qui a réalisé le projet. Mais quand il arrive, on dit que oui, c'est le directeur de projet. Il y a certains, surtout les Nigériens, qui disent enfin, nous comprenons que nous avons les nôtres qui savent faire. Oui. Et il a managé, ça s'est bien passé. Il est allé plusieurs fois à Abuja pour rendre ainsi de suite. Autant ici à Mwepé. Et je ne m'arrête pas là. Il y a des ponts. À un moment, quelqu'un s'est posé la question de savoir est-ce que nous étions capables. Le pont d'Amakpapé, est-ce que les ingénieurs togolais, ça ce n'est rien. Ça fait combien de mètres le pont d'Amakpapé? Les gens ont fait des ponts de plus de 152 mètres. Et ça, nous l'avons présenté l'année dernière. Et donc, la matière est là. Qu'on la mette en œuvre, dans l'encadrement qu'il faut. Et nous allons réaliser des choses. C'est notre pays et nous sommes déjà à l'intérieur. Voilà. Est-ce que l'un des objectifs de l'ONIT dont vous avez parlé de la formalisation, c'est aussi de vendre ce mérite-là des ingénieurs? Oui. Parce que nous sommes des nations, comme je le dis, vendre ce mérite-là sur le territoire, ça c'est déjà une chose importante. Surtout qu'on a un plan dans lequel ces choses pourront se réaliser. On est d'accord. On est d'accord. Ce mérite-là, il existe, on en fait la démonstration, on présente d'ailleurs. Parce qu'il y a une chose qu'on dit, lorsque l'ingénieur fait une erreur, c'est un monument qu'on voit. Mais quand le médecin fait une erreur, on ne voit pas. La personne se trouve dans une tombe, donc personne ne sait si c'est lui qui a fait l'erreur. Donc l'ingénieur ne va pas s'amuser. Quand on dit il a réalisé, on peut le voir. Et ce qui a été fait, et c'est visible, donc on peut toucher, c'est du concret. Ce n'est pas de l'utopie ou ce n'est pas des choses qui ne sont pas factuelles. Donc ce que les gens ont déjà fait, ça existe. Maintenant, si on a la même chose, l'équivalent qu'on doit réaliser, pourquoi on n'appelle pas ces personnes-là? Ne serait-ce que donner un avis. Je ne vais pas vous surprendre. Dernièrement, sur la question des inondations, je vais en parler. Oui. On a été tellement interpellés qu'on s'est dit, mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses, des infrastructures qui sont faites dans le pays. On regarde aujourd'hui le niveau auquel on est arrivé. Et il faudrait, en termes de réflexion, se dire, est-ce que nous pouvons faire mieux? Nous avons une collègue qui a fait une thèse de doctorat et sur l'ingénierie des catastrophes. Et donc, lui, au contraire de ce qui se faisait avant, lui, il a considéré les intensités de pluie. C'est ça. Alors qu'avant, on considérait juste quand il finit de pleuvoir, juste on considère la hauteur de pluie, on fait un certain nombre de calculs et on a fait des coefficients avec ça. Donc, en considérant l'intensité des pluies depuis 50 ans et leur évolution, donc il a pu modéliser les solutions à apporter, du moins pour ces questions-là. Comme on était interpellés, nous nous sommes dit, bon, il faut qu'on nous présente ces résultats, mais il ne faut pas qu'on soit seul. On a invité le ministère de la Ville, la direction générale des travaux publics. Il y a eu l'Agence nationale de la salubrité publique et puis celle de la protection civile et plus les enseignants de l'université qui étaient là pour que le collègue nous présente ce travail scientifique. Une fois que ça a été fait, il y avait les acteurs du pouvoir public qui étaient là. Nous, et il a même fait une estimation. Si on veut réaliser donc ce plan d'assainissement de Lomé, voilà, ça doit faire et tel nombre de centaines de milliards. Donc, pour nous, la prochaine étape, c'est qu'on s'asseye. Il y a déjà des choses qui sont planifiées. Est-ce que ça a tenu compte de ces nouvelles données scientifiques, de ces nouvelles modélisations? Sinon, il faudrait qu'on voie comment tenir compte de ces résultats-là dans les planifications que nous avons déjà fait. Donc, voilà ce que l'ONIT, concrètement, de manière pratique, peut apporter au pays pour son développement. Je pense qu'il y a aussi une activité qui est en vue les 13 et 14 décembre prochains. C'est quoi exactement? Là, c'est la deuxième édition de la Journée nationale de l'ingénieur. Je le disais, c'est une journée nationale. L'objectif pour nous, au sein de cette journée nationale, c'est de proposer des solutions pour le développement du Togo. Et ça tombe à juste titre. Là, on parle du plan national de développement. Donc, cette deuxième édition, les 13 et 14 décembre. Et il va nous permettre donc de faire cet exercice-là, proposer des solutions. La deuxième chose, c'est de mettre les acteurs de la synergie du développement, parce que nous pensons qu'il y a une synergie du développement. Et dans cette synergie-là, il faut d'abord le pouvoir public, qui définit les orientations, qui définit tout ce qu'il y a comme réglementation, ainsi de suite, qui va et donc mobiliser un certain nombre de fois de financement. Mais à côté, il y a le secteur privé. Et nous saluons cette semaine du secteur privé qui permet de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Mais ce qu'on néglige beaucoup trop souvent, c'est les institutions de formation technique et professionnelle. Parce que pour réaliser les projets du pouvoir public avec l'argent du secteur privé, il faut des ressources humaines de qualité. Et ces ressources humaines-là, c'est avec les institutions de formation technique et professionnelle. On parle du PND. Imaginez que dans la réalisation des projets, on soit obligé d'aller chercher des maçons ou des soudeurs ou des menuisiers qualifiés dans d'autres pays. Parce que nous n'en avons pas d'assez qualifiés dans notre pays. Et est-ce qu'on aurait gagné?
Et c'est vrai que nous saluons cette initiative-là des institutions de formation en alternance pour le développement, les IFAD. C'est une bonne chose. Nous pensons qu'il faut encore formaliser, il faut encore faire plus, de manière à ce que sur le territoire, lorsque pour ce genre de projet, nous avons réalisé, au soir, que ce soit les Togolais qui en aient bénéficié le maximum. Parce que justement, nous avons les compétences, nous avons le potentiel sur place. Il faut encadrer, il faut se mettre dans une synergie. Le troisième objectif que nous avons pour cette JNI, c'est de faire la promotion du métier de l'ingénieur auprès des jeunes. Parce que pour se développer, il en faut beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de personnes qui réfléchissent aux solutions qui vont nous permettre donc d'avoir un développement conséquent. Et donc en faisant la promotion, qu'ils puissent prendre la relève et qu'on puisse maintenir le cap du développement du Togo qu'on aurait atteint. Nous aurons d'autres occasions, Marius Bagny, pour revenir là-dessus. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le premier vice-président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, ONIT. On va observer la pause, 10 minutes du journal, et après on est ensemble pour Regard Croisé.